Voilà, c'est parti. Alors, pour l'introduction, d'abord, ben, grand merci encore une fois d'être là. Merci évidemment à Stéphane d'avoir contribué à l'émergence de ce webinaire et à la structuration aussi. Pour reprendre la thématique, c'est investir dans l'humain, une source de création de richesse. Donc c'est une phrase qui est riche de sens et c'est cette phrase-là qui nous a inspiré pour mettre en place un déroulé de slides avec des thématiques pour aller directement à l'essentiel. On va essayer d'être bref pour ensuite vous laisser la possibilité de poser des questions. Cette première phrase, vous la connaissez, on la connaît tous, ça a le mérite de poser le décor. Voilà, j'attribue cette phrase à Stéphane. Oui, tout simplement, en fait, ce qui nous anime, c'est l'une de mes convictions que je partage avec vous, qui sera le fil conducteur de notre présentation, investir dans l'humain, une source de création de richesse. Et également, ce que nous pensons avec Bruno, donc, que créer de la richesse par le progrès du dirigeant. Ou autrement dit, nos valeurs sont source de valeur. L'excellence d'un leader se mesure aux vertus qu'il incarne. Présentation, donc vous me connaissez peut-être un peu, Bruno Planchon, donc auteur conférencier clairvoyant de son état, dirigeant de Zen Business et puis créateur du cercle des leaders vertueux. Et bien ça, c'est un sujet qui va aussi nous parler parce que ça va se développer de plus en plus dans ce sens-là. Ma raison d'être, homme de lettres, jeu de mots qui me parle bien parce que je suis passionné par l'écriture et par l'expression de l'intériorité, de la profondeur de nos êtres. J'aspire à un monde plus authentique où les hautes valeurs de respect, de solidarité, d'humilité, de bienveillance, d'amour et de gratitude règnent en maître. Guide d'alignement intérieur, vous comprenez aussi que ben, j'aspire à ce que chacun puisse être dans un alignement intérieur pour justement être dans son supplément d'âme, parce qu'évidemment, plus il y a d'intériorité, plus on peut être en lien avec son âme. Et donc j'aide les dirigeants à agir avec un supplément d'âme, leur supplément d'âme, pour impacter positivement leur environnement et œuvrer à plus d'humanité et de bonté. Assumer son supplément d'âme donne plus de force à ses paroles et à ses actions. Donc, hypersensible, empathe, clairvoyant de naissance, j'ai développé une expertise dans la lecture psychique énergétique des gens et des systèmes. Je vois les énergies, les auras, les mémoires, des choses et des êtres. Et donc, je suis là pour éclairer et libérer mes semblables en les aidant à mieux se connaître pour s'élever et incarner leur haut potentiel humain pour le bien commun. Parce qu'évidemment, vous comprenez qu'il n'y a aucun intérêt de se développer tout seul si c'est pas pour le partager, hein. Donc, ce qui est très important dans le cheminement qu'on va avoir là ensemble, c'est toujours relié au bien commun, au collectif, à l'apport qu'on peut avoir. Alors, qui je suis? Ben, je suis tout simplement un homme qui occupe un poste de dirigeant, de directeur général dans une société de propreté. Et je suis investi dans tout ce qui est RSE, responsabilité sociétale, environnementale, qualité de vie au travail, tout simplement, je dirais, le bien-être au travail. Et j'ai la chance donc d'animer ce soir avec Bruno ce premier cercle, on va dire. Ma raison d'être, ben, tout simplement ma raison d'être dans toutes les expériences où je suis passé, dans les différents secteurs d'activité, je vous laisse apprécier, on disait de moi que j'étais atypique. Et très longtemps, je me suis posé la question, ben, qu'est-ce que ça voulait dire atypique? Et j'ai jamais eu le courage d'oser demander ce que c'était atypique. Et même ce terme-là, je le voyais de façon péjorative, jusqu'à ce qu'on comprenne en fait qu'on me disait, ben, tu vois, sortir du cadre, c'est jamais bon. Il faut être conformisme. Ben, depuis, j'en ai fait une force. Je vois plus comme un handicap, mais comme une force. Et je suis parfaitement aligné avec moi. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes tous imparfaits. Euh, le fait d'être imparfait nous rend authentiques, alignés et donc libres. Voilà. Et donc, souvent, vous avez vécu des injonctions. Donc, je cours après le temps, j'ai pas le temps. Mais en fait, on se pose pas les bonnes questions. On donne le temps comme un alibi, mais tout simplement, si la bonne question à se poser, c'est comment faire de moi enfin ma priorité. Donc, comment je me définirais tout simplement comme un accompagnateur de conscience professionnelle du paraître vers l'être.
verra par la suite. Alors, j'ai plusieurs années d'expérience. Moi, j'aime me définir comme le rassemblement des deux mondes, donc de formation cartésienne, ingénieur, donc je suis ancré dans la matière, avec toutefois quelques orteils dans la spiritualité, ça c'est pour l'autodirision. Non pas que je sois perché, mais tout simplement je considère mes richesses humaines, j'aime pas dire le terme ressources, ressources c'est péjoratif, et puis une ressource, après tout, elle s'épuise avec le temps, et la responsabilité de dirigeant est prendre soin de ses richesses. Et ça, c'est ma responsabilité en la matière qui est engagée. Et je pense que nos valeurs sont sources de valeurs. Voilà. Donc, les humains qui composent ma société sont mon outil de production et à moi de le rendre le plus fiable possible pour créer ensemble de la valeur en entreprise. Il n'y a pas de hasard dans le hasard, effectivement. Alors, par rapport à cette image, vous voyez qu'il y a des ombres et qu'il y a des hommes, en fait, qui observent les ombres et ils sont adossés au mur. Et il y a d'autres hommes, en fait, qui tiennent, en fait, des objets, des formes, etc., avec une lumière. Et donc, c'est un peu comme des ombres chinoises. Et donc, ils font passer ces ombres-là à ces hommes-là, qu'on pourrait dire des esclaves, ou des gens qui sont, ou des êtres qui sont convaincus que ce qu'ils voient là, c'est une forme de vérité, c'est des représentations d'une vérité auquel ils croient. Eh bien, dans l'allégorie de la caverne, le but, en fait, c'est de sortir de cette fixation aux représentations, d'où la notion de rompre avec les certitudes qu'on a abordées tout à l'heure. Et la grande difficulté, c'est de prendre conscience déjà, ça, c'est un premier pas, on en parlera encore un petit peu tout à l'heure sur une autre slide, de prendre conscience que peut-être ce que l'on voit, ce que l'on croit, est peut-être pas tout à fait la vérité. Et quand on commence à sentir ça, on parle peut-être des fois de réveil ou d'éveil, eh bien, on se dit peut-être que je peux regarder ailleurs, peut-être voir bouger, peut-être même me déplacer. Et le but, c'est même de sortir de la caverne. Et vous voyez que là, il y a un homme qui va voir la lumière, comme on dit, il se met en contact avec la lumière, symboliquement la lumière du bien, de la vérité, du monde intelligible au sens platonicien du terme, c'est-à-dire un monde lié à la vérité et au bien à la lucidité, au discernement. Alors évidemment, on peut prendre cette métaphore et puis la ramener au monde de l'entreprise pour Ouais. dire aux dirigeants, aux équipes de direction et aussi aux différentes personnes, acteurs de l'entreprise, peut-être qu'on peut faire un travail pour amener chacun à être plus dans le discernement, la lucidité, pour sortir de ces certitudes qui souvent va avec l'ego, avec les peurs. Donc il y a un énorme chantier qui est mis en place pour ensuite pouvoir ouvrir les possibles. Et je passe évidemment le relais à Stéphane. Ouais, merci Mono. Donc vous l'avez compris, en effet, donc cette caverne est la représentation de l'entreprise versus le monde extérieur qui est le champ des possibles. Caverne, il y a peut-être une injonction dans le monde de l'entreprise que je qualifierais de la notion de faire versus l'extérieur. Et l'enjeu, en fait, est de croiser ce chemin entre le faire et l'être afin d'avoir le plein potentiel. Cette caverne, sortir de la caverne des représentations, c'est quitter le masque, en fait, de ces représentations. S'affranchir des codes. Je dois faire ci, je dois incarner ceci. Un dirigeant doit être fort, il doit avoir réponse à tout, plutôt que de s'autoriser, explorer son monde d'être en disant, ben, OK, certes, je suis en haut de cette fameuse pyramide, je dirige, j'ai des responsabilités, mais c'est pas parce que je suis en haut que je suis plus fort ou que je sais mieux que mes collaborateurs. Si un collaborateur sait mieux que moi, bravo, à toi le projet, tu vas y aller. Et tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que si tu échoues, ça sera notre échec collectif. Si tu réussis, c'est toi. Découvrir sa réalité, son vrai potentiel, on va appeler ça donc la loi des conciliations et réconcilier son être avec son faire. Voilà. Encore une fois, je vous l'ai dit, je suis Stéphane et je fais le directeur général. Et souvent, parce qu'on porte un costume, on se donne des responsabilités, le poids des épaules, et on oublie qu'avant tout, on est humain. Où est la place de l'humain dans notre représentation justement de cette caverne? En gros, la jonction, si j'ose dire, le travail avec Bruno, c'est faire accoucher l'âme en sortant des illusions, donc des schémas que l'on a. Voilà. Tu fais des études, tu seras dirigeant, et parce que tu es dirigeant, tu dois faire ci, tu dois faire ça. On a un devoir d'obligation, mais qui est-ce qui dit ça? Donc pour quel résultat? Au final, c'est l'ascension de l'âme vers un éveil et une conscience à soi.
Et donc vous comprenez que pour justement aller dans la caverne, dans notre caverne, alors moi c'est l'intérêt que j'ai, c'est de pouvoir travailler avec des êtres qui ont déjà ce supplément d'âme, parce qu'évidemment on va pas demander à une personne complètement extrinsèque et qui travaille uniquement dans le contrôle, le mental, l'ego, etc., d'aller voir à l'intérieur, c'est pas son sujet et ça pose pas de problème. Et moi ce qui me passionne, c'est de permettre à chacun d'aller investir ce monde intérieur, de sa caverne intérieure, avec ses ombres et ses lumières, ses illusions, ses conditionnements, etc., pour faire ce travail de connaissance de soi, qui va demander du courage. Aller voir ses ombres, ça veut dire que on peut découvrir des choses qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne veut pas accepter, parce que ça demande de sortir du contrôle et de nos certitudes. Alors pour un dirigeant, ça peut être paradoxal, parce que souvent on imagine que le dirigeant doit être contrôlant, ce qui est vrai en partie, mais s'il développe cette intériorité, cette connaissance de soi, c'est vraiment une valeur ajoutée énorme dans son Oui. leadership et dans son management, parce que Ouais, je pense que plus... d'abord, en premier lieu, il y a une prise de conscience. La conscience va entraîner en fait cette volonté, Bruno vous en parlait, de descendre dans ces ténèbres pour toucher, on va dire de façon symbolique, hein, bien sûr, cette lumière. Et après, donc, amener le travail. Et c'est justement cette rencontre qui a fait, donc, justement, si je ramène ça d'un point de vue pratico-pratique, la rencontre avec Bruno qui a permis, donc, d'affiner la connaissance de soi et de développer, donc, quelque chose de plus grand pour libérer son vrai potentiel. Et ce que j'appelle le vrai potentiel, tout le monde l'a. C'est tout simplement, donc, oser être soi. Oser être soi, effectivement, avec cette notion d'authenticité qu'on retrouve beaucoup dans la démarche d'un leader qui se remet en question, avec cette notion d'alignement intérieur. Et ça, c'est tout un travail, c'est un travail de ressenti, un travail d'écoute de son ventre, de son cœur, de sa tête. Alors, je parle des trois I. Le ventre, c'est tout ce qui est relié aux instincts, que souvent on met de côté. C'est-à-dire que on peut ressentir les choses, mais on n'en prend pas considération, ce qui fait que on peut prendre des décisions ou faire des choses finalement qui vont dans le mauvais sens pour soi, peut-être même pour son entreprise. Là, on pourra parler à un moment donné de comment développer sa propre intuition, son propre instinct. Donc l'instinct, c'est le ventre, l'intuition, c'est le cœur, et la tête, c'est l'intelligence. Imaginez avoir ces trois intelligences parfaitement alignées, c'est quand même un gain de confort dans son leadership, dans son management et dans sa manière de gérer les équipes. Donc la cohérence, évidemment, est un mot très important. Être cohérent entre sa parole, sa posture, ses gestes et puis ses indications, les indications qu'on va donner et les objectifs qu'on va donner à ses équipes, évidemment, c'est très important. Ah oui, alors ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que plus un dirigeant, et là, Stéphane pourra témoigner de ce que ça a changé, en fait, dans sa posture, plus un dirigeant a de profondeur et d'intériorité, plus son charisme augmente, plus son énergie se développe, et plus l'énergie de son cœur, justement, va pouvoir, vu que les peurs vont se dissoudre, plus l'énergie du cœur va s'ouvrir. Charismatique, hein. Je t'en prie, Stéphane, tu dis? Non, je plaisante. Oui, en fait, c'est ça. Je reviens au principe de rayonnement. Ouais. Pour avoir un impact en fait sur son monde extérieur, il faut déjà avoir un impact dans son monde intérieur. Le fait de travailler sur soi, en fait, c'est le meilleur levier de changement. En effet, quand on est parfaitement aligné, convaincu, on en devient donc beaucoup plus charismatique et on entraîne avec soi, en fait, les collaborateurs. Alors ça, c'est pour le côté positif. Je vois dans l'assemblée des gens qui me connaissent très très bien, notamment une certaine Fabienne, et en même temps, on peut paraître pour ce manager un peu perché, un peu décalé. Mais il y a une variable, on parlait d'amour. À partir du moment où, encore une fois, on est dans le cœur, euh, ce côté perché, on arrive à ramener à soi des gens. Voilà. Oui, c'est Plus ça. je développe en fait mon intériorité, plus mes relations sont authentiques, enrichissantes. J'en reviens sur cette notion de faire et d'être et par rapport à cette phrase-là. Une question singulière qu'on vous a posée tous les jours. Comment ça va? Systématiquement, on dit je vais bien. Ou sinon, vous avez remarqué comment ça va et toi? Non, la question c'est pas ou la réponse c'est pas et toi. Moi, je m'intéresse à toi. Toi, comment tu vas? Quelles sont les personnes qui ont dit une seule fois ça va pas? Ça, c'est la représentation entre le faire et l'être. Qu'est-ce qui nous empêcherait?
en entreprise, qui est cette simple question est une question, on va dire, mondaine, une question sociale, une question même S'intéresser, s'intéresser qui vraiment à devient, l'autre, hein. Donc là, c'est ça, hein. ouais, s'intéresser à l'autre. Et ça, c'est important. Non, ça va pas. Attends, je suis ton manager. Écoute, c'est important. Explique-moi pourquoi ça va pas. Est-ce que tu penses que je peux t'aider? Non pas je vais t'aider, mais est-ce que tu penses que je peux t'aider? Ok. Ben écoute, je suis désolé. Donc, en fait, vraiment de la sincérité et s'intéresser à l'autre. Je fais le parallèle avec ce que je disais de façon un peu plus pratico-pratique. Euh, En tant que dirigeant, mon outil de production, ce sont mes collaboratrices, mes collaborateurs. Mon outil de production. Si je ne m'intéresse pas à eux, j'ai aucun bénéfice, aucune création de valeur, aucune richesse. Mais le fait de s'intéresser aux autres, c'est un terme qui ouvre sur plein de manières d'être en relation avec soi et avec les autres. Donc investir Ouais. en l'autre, c'est, vous l'avez vu, valoriser. Et ça, je pense que les dirigeants doivent encore plus apprendre à valoriser les autres plutôt qu'à les critiquer. Alors, on dit que la critique est constructive, mais avant d'apporter une critique constructive, il faut valoriser les gens. Si on les valorise pas, tout de suite, ils vont être dans le sabotage. Ils vont se sentir jugés parce que tout le monde a une sensibilité, Ouais, c'est un exactement ego, ça. etc. Et c'est vrai ce que j'ai remarqué chez toi, Stéphane, en travaillant avec, pour toi au départ et ensuite avec toi en collaborant, j'ai remarqué que tu as pris l'habitude de valoriser, en fait, ce que font les autres. Et c'est aussi une habitude à prendre. Il faut l'incarner et il faut le mettre dans son mindset. Donc, je reconnais effectivement le bénéfice direct que ça a de tout de suite valoriser plutôt que de voir les petites choses qui vont pas. Il faut d'abord voir les choses qui vont bien, valoriser ça et ensuite on améliore les choses. Ouais, ou tomber dans le travers de ces managers qui s'approprient le travail des autres. En fait, en faisant ça, on individualise, mais l'entreprise, c'est un écosystème, ça rassemble Hmm. des hommes et des femmes. Donc, peu importe que ce soit Pierre-Paul Jacques, le mérite doit revenir à la personne qui a construit. Pourquoi? Parce que c'est vertueux, elle le fait pour l'entreprise. Les bénéfices, bon, on les a un petit peu abordés, mais là, vous voyez, vous pouvez regarder. De toute façon, il y a quelque chose que tu as abordé là, c'est la notion de respect de l'autre. Le fait de vraiment s'intéresser à l'autre, l'autre se sent respecté dans ce qu'il est. Oui, et puis je reviens sur cette notion justement de responsabilité, parce que j'estime qu'en tant que dirigeant, on a une responsabilité de être bien au travail. Hmm. Parce que si on regarde de façon pragmatique, on passe une bonne partie, pour ne pas dire la moitié de son temps en entreprise. Donc, si vous allez au boulot avec la boule au ventre, si vous avez des collègues qui tirent la gueule, si votre patron, il n'est pas sympa, c'est triste. C'est vraiment triste. Et c'est pour ça que on a cette chance-là, en tant que dirigeant, d'agir ou d'interagir avec l'humain. Et je reste persuadé que les valeurs humaines, encore une fois, sont une source de croissance et de richesse immatérielle. Voilà, donc investir dans l'humain, à un moment donné, ça permet donc de créer de la valeur immatérielle d'une société. Ouais. On le voit d'ailleurs, il y a de plus en plus Hmm, hmm. de labels. Je vais pas les citer pour faire de la publicité, mais des labels où en fait on évalue la qualité de vie au travail. Des labels qui permettent de contribuer à la marque employeur. C'est malheureux d'en arriver là. Hmm. Euh, la période veut ça parce que en fait, on démonte comme des labels ou des standards ISO pour ceux qui connaissent. À l'époque, donc ISO, quand c'est sorti dans les années 90, si ma mémoire est bonne, c'était une carte de visite pour faire plus de business, avant même que ça soit orienté qualité. Euh, et là, ok, très bien, je suis là. C'est comme les managers qui se disent, moi, je pratique un management bienveillant. Bah, ça veut dire quoi, je pratique un management bienveillant? Est-ce qu'on a besoin de le dire si on fait réellement un management bienveillant? Il y a eu cette période où on s'est éloigné par un souci de productivité, de compétitivité, de production. On s'est éloigné de l'humain. Et c'est vrai que nous, là, on est à la fois les témoins et les acteurs d'un retour de l'humain. Donc, par rapport à cette notion de cœur dont tu as parlé tout à l'heure, euh, le fait d'apporter du cœur dans l'entreprise, ça commence. Ça, c'était l'intention initiale qui m'a amené à travailler pour les entrepreneurs et les dirigeants. Ça commence par ouvrir son propre cœur. C'est ce que tu incarnes et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et pour moi, en fait, c'est naturel d'être gentil, bienveillant. Et aujourd'hui, en fait, dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis allé,
je veux dire, un stress permanent qui fait que les êtres humains que nous sommes sont déconnectés de ce cœur, de cette âme. Peut-être que Stéphane et moi nous sommes rencontrés pour euh, porter cela, en fait, ou reconnecter notre environnement professionnel à cette chose simple qui, malheureusement, on doit le nommer, alors que c'est profondément humain. C'est quand même étonnant de devoir théoriser sur ça et de devoir parler de ça comme ça, mais on n'a pas le choix aujourd'hui parce il y a beaucoup de gens qui se sont perdus dans cette société hyper productiviste. Donc, j'ai l'ambition, et nous avons l'ambition, de ce qui est là évident, qui nous rassemble, c'est plus on s'intéresse aux autres, plus on s'humanise, et plus on s'humanise, et plus on devient aimable, et plus Ouais. on est dans le cœur. Souvent, les gens ont de grandes difficultés à vivre leur vie dans leur entreprise. Des fois, c'est même, voilà, c'est un peu la croix et la bannière, quoi, hein. Alors Ouais, peut-être que vous avez des questions ou des ouais. sujets sur lesquels vous souhaiterez revenir. N'hésitez pas, exprimez-vous au travers du chat. On se fera un plaisir de vous répondre. Là, c'est une vision qui peut paraître assez simpliste et bien sûr que j'ai des obligations. C'est-à-dire que j'ai des obligations, comme tout dirigeant, de résultats. Euh, mais par contre, dans la notion de déshumaniser, je pense que justement en humanisant, on peut avoir de meilleurs résultats. Voilà. Donc cet échange-là, ça ne veut pas être un cours magistral, entre guillemets, de management. C'est juste en fait la rencontre de deux univers. Donc un univers très cartésien, vous l'aurez compris, le mien, avec quand même une ouverture un petit peu spirituelle, et le monde peut-être un peu plus ésotérique, intangible de Bruno, pour ceux qui le connaissent, qui l'accompagnent, mais qui en fait est animé par un dénominateur commun, c'est-à-dire le cœur. Voilà. Et encore une fois, je pense qu'un dirigeant, dans toutes ses formes qu'il incarne, qu'il représente, est jugé par ses actes. Et je suis convaincu aussi qu'il n'y a rien d'autre de plus contagieux que l'exemplarité. Voilà. C'est Hmm. pour ça que nous avons un rôle de transmettre euh, pour que derrière, il y ait des relais humains forts qui soient mis en place. La notion d'alignement, elle est vraiment fondamentale et c'est la notion la plus délicate à intégrer dans tous les domaines de sa vie. Parce qu'on peut être tout à fait aligné dans sa zone d'expertise et puis dans sa vie privée, par exemple, on va être complètement à l'ouest et parce qu'on n'a pas fait le travail sur ses propres ombres, hein, pour revenir à la caverne de Mm. Platon, et que ben, on n'a pas réussi à identifier ce qui nous met de travers ou ce qui nous fait pas être transparent avec soi-même. Évidemment, le travail d'intériorisation, de connaissance de soi, c'est bénéfique dans tous les domaines de sa vie. Et l'ouverture de cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, notre cœur a été fermé ou s'est refermé ou a été conditionné d'une certaine manière à travers des peurs, une éducation, une société au-delà de l'entreprise, au-delà du webinaire, au-delà de la rencontre de Stéphane et moi, et au-delà de nos présences là individuelles, ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est cet esprit tribal qu'on avait au départ, c'est-à-dire l'esprit tribal, c'est quoi? C'est l'absence d'ego. C'est-à-dire qu'il y a encore des peuples racines, il en reste peu, mais effectivement, quand on est en lien avec des êtres qui sont dans un esprit tribal, ils ne nous comprennent pas. Et ils disent, mais votre manière de penser, etc., c'est complètement à l'ouest, si je puis dire, et ça n'a rien à voir avec la vie, le vivant, l'esprit des choses avec lesquelles on communique. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que si vous êtes en quête de votre cœur, enfin d'un cœur plus ouvert, d'une connexion plus grande avec vous-même et avec votre environnement, les autres, la nature, etc. C'est vrai que la voie du cœur, c'est la voie royale. C'est celle qui nous permet de retrouver la connexion avec l'énergie, avec la vibration. Parce que notre tête, elle nous coupe de la vibration et de la vie, alors que quand on se remet en lien avec sa clairvoyance, son ressenti, son intuition, son instinct, etc. Ensuite, l'esprit, l'intelligence peut, à travers déjà les témoignages de Stéphane et le travail qu'on a fait ensemble, peut tout à fait se mettre au service de quelque chose de plus intuitif, de plus profond, de plus instinctif et donc de plus sage, entre guillemets, c'est-à-dire de plus en lien avec le présent.
Et les peuples racines, en fait, ont cette qualité d'être vraiment là parce qu'ils ne sont ni dans le futur ni dans le passé. Ils sont juste dans la présence et dans la relation voilà, aux énergies qui sont là. Donc, imaginons, ça existe, Stéphane en est la preuve, on crée comme ça un collectif de leaders vertueux ou de personnes influentes qui ont ce désir profond de s'ouvrir de l'intérieur pour ensuite pouvoir rayonner comme ça, eh bien, c'est ni plus ni moins que retrouver nos racines et les mettre en pratique dans la vie de tous les jours pour se réapproprier notre nature profonde. Alors, je suis vraiment heureuse que vous parliez d'amour en entreprise, Marielle, car je suis convaincu que cela devient indispensable de le rayonner, d'oser en parler. Parfait. En tant que leader vertueux. Oui, voilà. Merci beaucoup, Marielle, pour ton témoignage. Ouais, merci pour ce partage. Je rebondis. Je pense il y a une période en fait aussi. Il faut pas oublier qu'on sort de 2 ans de période de Covid. Ça a été très dur pour le monde de l'entreprise en général. Euh, Peu importe les catégories socio-professionnelles, parce qu'on a tous été égaux par rapport à ça. Au sortir de ces 2 ans de Covid, on a connu aussi le contexte inflationniste. On se doit d'aller voir nos clients, de revaloriser les contrats, voire de restructurer des chantiers. Mais je pense qu'on a besoin de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, en fait, c'est l'amour. Bruno, on a fort bien parlé avec les peuples racines, les peuples premiers. Et moi, ce que j'apprécie énormément, en fait, contrairement au monde de l'entreprise, c'est que, en fait, ce supplément d'âme-là, il est naturel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça touche le collectif, euh, le village, par exemple, le chef du village se met au service de ses habitants. Il n'est plus chef. Il est un semblable parmi ses semblables. Et à ce moment-là, ils prennent une décision conjointe pour ce cercle, pour ce collectif, pour quel est l'intérêt d'eux. Je fais le parallèle avec le monde des entreprises. Plus, en fait, les sociétés sont grandes, c'est le top management qui se réunit, 3, 4, 5 personnes en haut et qui disent, OK, on a une super idée, on va faire. Et tenez, faites. Il n'y a pas de ramener à soi, il n'y a pas de collectif. Donc, comment c'est perçu par le râteau du bas? C'est une injonction. Et ceux qui sont en haut, évidemment, comme ils ont fait beaucoup d'études, hein, comme moi, ben souvent, ils n'ont pas les bonnes idées. Ou du moins, c'est des fausses bonnes idées. Et oui, et donc c'est une perte de temps. Et derrière, on va perdre du temps à expliquer ceci. Euh, et tout ça, ce qui est intéressant, justement, avec le parallèle des peuples racines, ce que disait donc Bruno, c'est qu'on s'en est éloigné. Et cette notion du cœur, parler avec authenticité, et surtout mettre de côté son ego, c'est-à-dire que je suis dirigeant, attends, moi c'était ma vision, toi et Cécile, ben, en fait, c'est toi qui as raison. Non seulement on gagne du temps, non seulement on est efficace, et non seulement on valorise les collaborateurs. C'est ça en fait. Je pense parler vrai, parler de façon authentique avec son cœur. Par rapport à la contribution de valeur ajoutée, donc là, je vais parler un peu de ce que j'ai pu expérimenter avec Stéphane et d'autres dirigeants. C'est les différentes techniques, mon expertise, j'ai dit HVI, HVA. En fait, j'ai repris un peu l'idée de haute valeur intuitive et de haute valeur alchimique. Ça veut dire quoi par rapport à mes interventions? Et ça veut dire, pour celles qui ne me connaissent pas, que j'utilise essentiellement l'intuition, la clairvoyance, à travers des outils très précis, parce que parfois ça peut faire un peu peur pour des gens qui sont extrêmement rationnels. En fait, l'intuitive human scan, je l'utilise de manière très simple et très directe, c'est-à-dire je me connecte avec l'autorisation du dirigeant et de la personne, je me connecte aux gens pour faire une sorte de portrait robot psycho-émotionnel, comportemental de la personne, pour vraiment aller vers une connaissance beaucoup plus profonde de l'humain qu'il est, et aider chacun à aller vers une connaissance de soi beaucoup plus fine. Alors ça peut être utilisé en RH, ressources humaines, mais aussi en recrutement, où là, je vais apporter mon expertise pour aller plus loin dans l'identification, en fait, du profil de la personne, jusqu'à un moment donné, même poser les questions à l'intéressé pour lui dire, ben voilà, je perçois ça, est-ce que vous êtes conscient que vous avez cette problématique-là?
Alors, des fois, les gens, bah oui, j'ai conscience, mais je ne sais pas comment faire pour... Parce que souvent, la problématique détermine le chemin professionnel. Je dis, mais c'est pas une fatalité. Si vous bougez ceci ou si vous bougez cela à l'intérieur de vous, il est possible que ça ouvre des possibilités. Et si en plus, vous êtes dans une société, une entreprise avec un dirigeant qui vous donne l'opportunité de vous libérer, franchement, foncez quoi. Donc j'ai eu plein de situations comme ça qui étaient vraiment géniales, où finalement bah, ça devient une valeur ajoutée, un enrichissement mutuel, et chacun y trouve son compte parce que c'est bien pour la personne qui est embauchée, c'est très très bien pour l'équipe, et c'est encore mieux aussi pour l'entreprise parce que ça apporte beaucoup de valeur ajoutée à ce niveau-là. Je vais vous parler un petit peu du remote viewing. Aujourd'hui, on en parle aussi un peu plus. Il y a Laurent Gounel qui a écrit un bouquin qui s'appelle Intuitio que j'ai lu et j'ai vu qu'effectivement c'était devenu un thème assez récurrent maintenant. Alors bon, c'est quelque chose que j'utilise depuis 25 ans, hein, donc je connais bien. Alors remote viewing en français c'est plus ou moins vision à distance. Ça veut dire que je peux à distance comme ça pour des personnes, mais aussi pour des structures, des entreprises que je considère comme des êtres vivants, vibratoires, animés par des humains et des machines aussi qui ont ont leur vibration, eh bien, je vais observer comme ça, un peu comme un scanning comme ça à distance, globalement les choses et ensuite cibler un peu de manière chirurgicale des aspects de l'entreprise qui ne fonctionnent pas bien. Et en faisant cela, il y a une reconnaissance de terrain et ensuite il y a des régulations automatiques qui peuvent se mettre en place sur un plan énergétique. Des fois, c'est un peu magique. Et ensuite, il peut y avoir avec le dirigeant, eh bien, des remédiations un peu plus rationnelles de terrain, pratico-pratiques, où là, on va voilà, peut-être identifier que telle personne n'est peut-être pas tout à fait à sa place ou tel process peut être amélioré dans tel ou tel domaine. Donc, ça peut être très étonnant parce que même sans être expert dans certains domaines, on peut avoir accès à des informations très précises sur ce qui fonctionne bien et sur ce qui fonctionne pas. Ouais, merci. Donc, en effet, j'ai eu l'occasion de tester et d'expérimenter. Au départ, je vous cache pas que j'étais un petit peu sceptique ou réticent, mais ça a plusieurs vertus. Donc, quand on est dirigeant, en fait, on se dit, là encore une fois, je partage une contrainte, c'est on se dit, bah, tiens, on n'a pas droit à l'erreur. Ou à contrario, on se doit d'aller vite. Et le fait d'avoir un regard, sans mauvais jeu de mots, éclairé, mais autre, ça permet justement d'aller plus vite, d'anticiper, mais ça permet aussi de déceler des choses qu'on n'avait pas vues. Mais encore une fois, c'est pas pour contrôler, c'est pour potentiellement aussi, c'est tiens, le collaborateur il est en échec, mais pourquoi? Et à ce moment-là, on peut intervenir pour l'aider. Hmm. Voilà. Donc, en fait, cet audit-là, c'est vraiment dans un écosystème, hein. C'est une approche systémique, en fait, où il y a différents paramètres qui sont pris en considération. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est fait en toute bienveillance, en toute impartialité, mais pour le service du dirigeant qui le demande, mais de toutes les personnes qui constituent la société. Voilà. Ouais, c'est Donc, très sans important. rentrer dans le détail, il y avait Ouais, un collaborateur qui je était fais juste en... une petite parenthèse, je te laisse Oui. continuer. La petite parenthèse, c'est que euh, quand tu dis c'est dans la bienveillance, en fait, ce qui est essentiel, c'est qu'il est impossible d'avoir cette approche-là avec des individus qui ne sont pas dans la bienveillance, qui ne sont pas dans le cœur et qui sont dans l'ego, dans le pouvoir, etc. Et ça peut être dangereux. Ça m'est arrivé une fois de Mm. travailler pour quelqu'un qui l'a mal utilisé. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est très important effectivement d'être dans une collaboration consciente et responsable. Je t'en Non, prie. non, mais il vaut mieux clarifier les situations. Donc, en l'occurrence, j'avais fait un choix qui s'est pas avéré être judicieux, de façon à comprendre, c'était associé donc un binôme entre deux collaborateurs et ce binôme-là était plutôt destructeur que constructeur. Voilà. Hmm. Donc, grâce à ça, j'ai pu faire m'en rendre compte, machine arrière, et mettre une autre personne en binôme pour faire éclore donc un collaborateur. Voilà. Quand j'ai commencé à travailler pour les dirigeants et ensuite des hauts dirigeants et des sociétés plus importantes, en fait, j'ai compris que c'était plus une collaboration qui se mettait en place. Que moi, j'étais pas simplement la ressource, que je devenais simplement un élément d'un écosystème dans lequel, en fait, j'apportais ma contribution avec un individu, une personne, un être humain qui était conscient de cet écosystème et qui, du coup, utilisait
ma valeur ajoutée de manière bénéfique, si je puis dire. Et ça, c'est hyper enrichissant et c'est hyper valorisant pour une personne atypique comme moi, qui n'aurait peut-être pas imaginé travailler ce champ-là, quoi. Je suis très reconnaissant de cela. Et puis, cette intention, justement, de pouvoir amener l'amour dans les entreprises, bah, n'est possible que si on se rencontre et qu'on rencontre les bonnes personnes. Sinon, ça resterait évidemment de doux rêves, quoi, hein. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, vous voyez que, il y a d'autres prestations, d'autres possibilités. Il y a l'échiquier alchimique, l'échiquier miroir. Ça, c'est un team building hyper puissant qui permet justement de travailler sur l'ombre et la lumière, donc sur ces ombres, hein, pour revenir sur l'allégorie de la caverne, et sur ces ressources, pour faire émerger ces ressources et les aspects positifs de soi. Je vois qu'il y a des choses qui sont en train d'être écrites, je vais Ouais. venir vers vous. Voilà. Après, pour plus d'informations, pour tout ce qui est séminaire, etc., on pourra en parler par la suite. Alors, je vais juste lire ce qu'on m'envoie. Ça pose la question de, dans certains environnements, être trop authentique et trop sincère, ça peut être contre-productif. Contre-productif. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Alors, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut être vrai et soi ou être contre-productif? Hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est contre-productif, c'est qu'on dérange. Voilà, Ouais. tout simplement. Par contre, si vous êtes authentique, j'espère qu'on a été assez convaincant, on arrive à avoir des résultats. En gros, c'est le questionnement entre le fond et la forme. Aujourd'hui, si vous arrivez à être aussi bien dans le fond et dans la forme, c'est jackpot. Là où il y a des gens qui sont malheureusement souvent que dans la forme, c'est-à-dire le blabla, ils crient, et le fond, c'est-à-dire cette richesse de cœur, cette profondeur, cette intériorité, ben, ils n'ont pas. Hmm. Ouais. Voilà. Alors, Et je suis un peu radical dans mes propos, hein. ouais. Je suis désolé, mais ça, c'est ce qui me caractérise. Moi, j'ai un mantra, en fait, c'est oser ou subir. Et Hmm. quand on dit ça, en fait, on a toujours le choix. Voilà. On a le choix. Alors, je dis ça, mais ça, c'est un travail. Avant d'en arriver là, c'est compliqué. Et bien sûr, de temps en temps aussi, je vais pas me mentir, je me réfrène parce que la personne en face de moi ne sera pas en état d'entendre des choses. Ouais. Je raisonne avec toi à plein de niveaux par rapport à l'authenticité. En fait, ce qui se passe, euh, c'est que quand on est dans un état authentique avec soi-même, c'est-à-dire qu'on s'autorise à faire silence, par exemple, ça tu connais bien parce que tu t'es autorisé maintenant à faire silence quand il y a des situations ou des gens qui veulent Oui. t'influencer, prendre le pouvoir sur toi, etc. Et le fait de s'autoriser à faire silence, c'est déjà une preuve d'authenticité vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, je m'autorise à m'introspecter pendant qu'une personne m'interroge ou veut me mettre la pression, surtout dans le monde de l'entreprise, ça manque pas, et surtout quand on a des responsabilités. Euh, Ça, c'est un acte d'authenticité qui peut déranger, qui peut être mal interprété, mais comme dit Stéphane, en fait, après, ça regarde que soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je m'autorise dans le présent et qu'est-ce que cet espace que j'ouvre à l'intérieur de moi, et cette respiration, ce calme, ce confort intérieur que j'installe, qu'est-ce que ça va me permettre d'impacter dans mon environnement? Est-ce que je vais suivre quelque chose qui ne me convient pas ou je vais incarner ce qui me convient dans l'instant présent, qui va peut-être me donner une autre direction qui ne conviendra pas à mon environnement professionnel? Mais c'est ça aussi la vie. C'est-à-dire que plus je suis aligné, plus je suis authentique avec moi-même, et moins je fais de choses qui ne me plaisent pas. C'est aussi Ouais. simple que ça. Stéphane. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, on en revient, hein. Bruno le dit avec ses mots, moi je le dis avec les miens, c'est-à-dire en fait, c'est la différence entre le faire et l'être, ou tout simplement le paraître. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je joue un masque, quand je suis dans un rôle de représentation, je suis dans le paraître. Par et être. Par ma fonction, je suis ou je fais. Mais en fait, je pense que le but d'une vie, c'est d'être réellement qui nous sommes et d'incarner. Et à partir du moment où on est aligné, même si on est en désaccord avec les hiérarchies, ou en effet, comme l'écrivait Franck, je crois, ça peut se retourner contre nous, ben, en fait, on réagit quand on est dans ces notions d'ego, quand on n'est pas détaché. Mais quand on est parfaitement aligné à soi, en fait, on n'en est plus touché. Hmm. Voilà. Parce qu'on est convaincu que ce que l'on fait, c'est juste. Ouais, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'alignement, et puis à notre Ouais. capacité
de commencer à écouter son cœur, à écouter ses ressentis, à écouter son âme. Donc là, c'est tout un processus, c'est un cheminement, hein, évidemment. Ça peut venir comme ça d'un coup, comme on dit, mais ça peut aussi prendre tout un temps. Et c'est aussi toute une révolution intérieure qui nous permet de ne plus être, de ne plus suivre le doigt extérieur. Vous savez, depuis tout petit, on nous a montré du doigt, on a dit il faut être ci, il faut être ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller vers ci, etc. À un moment donné, quand on tourne l'index vers soi, à l'intérieur, pour aller rencontrer notre soi, c'est là que le chemin commence. C'est vrai que ça demande du courage, comme disait tout à l'heure Stéphane, parce que c'est pas forcément facile, parce que on peut se retrouver seul à l'intérieur de soi, Je confirme. ce qui est souvent Je le cas, confirme. et ça peut nous faire traverser, comme on dit, des nuits noires de l'âme, parce qu'on se rend compte qu'on s'est complètement fourvoyé, complètement trompé, et qu'on s'est laissé complètement influencer par les choses extérieures. Le mot influence, il est très important, ça pourrait être le sujet d'un autre débat, c'est-à-dire ça nous amène à parler de la souveraineté. La souveraineté, Ouais. c'est quoi? C'est quand on parvient à ne plus être influençable et influenceur, et qu'on devient en fait, d'une certaine manière, dans une présence neutre, où on laisse les choses être comme elles sont, mais on suit son chemin intérieur. Donc la souveraineté, c'est la chose la plus difficile à incarner dans tous les domaines de sa vie, pour reprendre l'authenticité, mais c'est un chemin et on tend vers ça. Donc par rapport à la suite, parce que le temps avance, vous voyez qu'il y a possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Pour les personnes qui me connaissent, il n'y a pas de souci, vous savez. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous pouvez passer par un call gratuit pour prendre des informations avec le numéro qui s'affiche là. Prenez votre téléphone si vous voulez, hein, pour prendre des photos. Ou sinon, je pourrais aussi vous passer des informations après sur le chat. Vous pouvez aussi directement réserver un coaching. Allez sur le site internet Zen Business où il y a voilà, toutes les prestations. La réponse du calme, ça c'est bien, ça remue l'autre en face et met face à ses propres limites qu'il essaye de t'imposer. C'est puissant et dérangeant. Ouais, c'est une belle manière aussi d'exprimer les choses. Ça résonne parfaitement, ouais. Merci Fabienne. Ok. Ensuite, bon, ça c'est par rapport à Zen Business, vous avez l'information. Maintenant, si vous voulez contacter Stéphane, pour tout ce qui est question pratico-pratique, parce que Stéphane est quelqu'un de très pratico-pratique, tout en étant avec quelques orteils dans la spiritualité, comme il est dit si bien. Voilà, il est quand même assez spécialiste dans les questions du RSE, QVT, management, etc. Donc, vous pouvez toujours le contacter et puis quand même vous parler de ce petit cadeau qui s'est mis en place entre Stéphane et moi, qui est l'ouverture de ce fameux cercle des leaders vertueux. Et la naissance de ce cercle, en fait, c'est le fruit d'une intention qu'on a nommée d'ailleurs, hein, qui s'est imposée à moi il y a 5 ans, qui était de travailler, et Stéphane l'a nommé tout à l'heure, avec les hauts dirigeants influents ou des dirigeants ou des personnes influentes, par rapport à leur transformation intérieure pour toucher le plus grand nombre de personnes en même temps, le plus vite possible. Et ça, c'était mon intention. Et c'est vrai que les rencontres ont fait qu'au fur et à mesure, avec la rencontre de Stéphane, eh bien, les choses se sont concrétisées et les aider à ouvrir leur cœur, hein, on en a parlé, à assumer leur supplément d'âme pour incarner les hautes valeurs humaines au sein même de leurs entreprises, pour plus avoir peur d'être humain dans l'entreprise. Mais c'est fou, hein, de plus avoir peur d'être humain dans l'entreprise, quoi. C'est quand même fort de dire ça, quoi. Et ben voilà, on propose effectivement, et si ça vous intéresse, de D'aller venir un peu plus loin dans les dans le concept. Ouais. cercles des leaders vertueux pour amener votre contribution, pour apporter votre amour, votre cœur, votre vibration. Ça, c'est vraiment génial. Et là, vous pouvez y accéder avec le QR code. Vous pouvez aussi y demander le lien que je vous fournirai. D'ailleurs, je peux peut-être le faire maintenant. Il faut juste que je récupère les choses. Voilà, là c'est le sigle. Alors symboliquement, ça c'est le phénix. Et donc l'idée du phénix, hein, vous connaissez, c'est renaître de ses cendres. Donc c'est la notion de transformation, hein. Et Stéphane aussi, tu peux en parler. Et Ça parle en fait tout simplement de lui-même, hein, c'est renaître à soi. Et alors, l'une de mes croyances, en fait, c'est qu'il n'y a pas forcément de changement. On ne peut pas changer, mais tout simplement, on peut être qui on est réellement. Je pense que c'est important, enfin, du moins pour moi, cette notion-là. Souvent, on se dit, bah, tiens, chaque nouvelle année, on veut changer, il y a un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Changer, en fait, ça veut dire peut-être enlever une partie de soi.
Mais ça, on peut pas. Quand on avance dans l'âge, on est tel que l'on est, avec nos forces et nos faiblesses. Donc, c'est tout simplement accepter qui l'on est. Et le phénix, en fait, renaît de lui-même ou tout simplement va à la rencontre de lui-même. Voilà. Donc Hmm. ça, c'est ce qui caractérise ce cercle des leaders vertueux. Mais Bruno vous en dira beaucoup plus au travers de, justement, La le contenu, brochure, au travers ouais. du recueil. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, vous verrez donc toutes les valeurs ajoutées que l'on peut mettre à disposition. Alors, j'aimerais beaucoup avoir vos regards sur le sweet spot entre entêtement et persévérance, qui est, il me semble, un des axes majeurs de l'entrepreneuriat. Franck Obadia. Entêtement et persévérance. Bah, la question, elle est ténue. Ouais, moi j'aime beaucoup Moi, la je dirais que question. c'est pas forcément. Pourquoi déjà faire un distinguo? Voilà. Pourquoi faire un distinguo? En fait, ça, au-delà d'entêtement et persévérance, euh, ça, je pense que c'est le problème de notre monde aujourd'hui, où on doit être soit ça ou ça. Et tout simplement, pourquoi on ne serait pas l'un et l'autre? Mhm. Stéphane, tel qu'il est aujourd'hui, il est imparfait et parfait. C'est-à-dire que de temps en temps, je suis bien luné, je suis sympa. De temps en temps, mes collaborateurs vont dire, putain, mais qu'est-ce qu'il a? Ben ouais. Donc en fait, on Ouais. peut, on Donc peut, moi on est. j'entends, ouais, ouais, j'entends effectivement en résonnant aussi avec toi. Et puis j'aime bien l'entêtement et la persévérance parce que je m'identifie assez. Moi, je suis quelqu'un de très déterminé. J'ai beaucoup de détermination. Donc je peux être entêté et aller jusqu'au bout de quelque chose. Maintenant, là, je fais une petite différence parce que ce que je sens, c'est que parfois enfin, j'ai pu m'entêter à aller dans une direction. Mais finalement, je me suis un peu perdu et j'ai perdu de l'énergie et donc j'avais certainement pas assez de lucidité. Et j'aime bien le mot aussi persévérance dans le sens où pour moi, ce qui nourrit la persévérance, c'est une forme de justement d'alignement intérieur. C'est-à-dire que mon alignement intérieur justifie ma persévérance. Aujourd'hui, j'essaye beaucoup de travailler sur la décorrélation entre l'énergie en fait que je mets pour aider quelqu'un à s'ouvrir, à se développer, etc Mm. et le résultat. Ça rejoint un peu le sujet, c'est que bah, plus une personne va s'ouvrir par elle-même, plus elle va influencer beaucoup de monde. Donc moi, si j'agis sur une personne qui, elle, agit sur 1000 personnes, c'est génial, parce que du coup, ça me demande peu d'efforts et ça me permet de continuer à faire ce que je fais. Mais ce qui me demande de la persévérance, c'est bah, de continuer à ouvrir l'espace pour rencontrer de plus en plus de leaders vertueux. Et ça demande de la persévérance parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Tiens, regarde, là, il y a un truc par rapport à ce qu'a écrit Franck, entêtement et persévérance. C'est ce qui me vient à Ouais, l'esprit. Entêtement, tête, on est dans le mental. Donc la problématique de ça, en fait, on peut ne pas écouter, être dans l'ego. Persévérance, révérence, position basse, un genou à terre, humilité. ouais. Donc la persévérance, c'est un supplément d'âme, la capacité de se remettre en écoute, tandis que l'entêtement, on est dans la tête et justement, on peut être animé par son ego. Voilà. Donc Pourquoi s'il y a un pas? distinguo à faire, en Ouais, effet, ouais. persévérance. C'est effectivement tout à fait possible de voir aussi comme ça. Hmm. Alors, il est dur pour un entrepreneur de savoir s'arrêter à temps et pourtant, c'est sa persévérance. Ah non, et pourtant, c'est sa persévérance. C'est ça? Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est dit, persévérance. Euh, Alors, ouais, est-ce que tu peux développer, Franck, si ouais, tu veux bien? Je sais pas si on m'entend. ouais, Ouais. C'est bonjour tout le monde. En fait, c'est sa persévérance qui peut le porter justement au-delà de son entêtement et savoir s'il est sur le bon chemin ou pas, au détriment de des fois de ses proches, de sa famille, qui le prennent plutôt pour peut-être pour un fou, d'être allé aussi loin. Voilà. hmm, Ouais, ouais. ouais, Oui, je pense. ouais. Je pense. Mais en fait, c'est sa persévérance, en fait, en effet, qui peut le porter. Et la question à se poser derrière, c'est jusqu'où aller? Parce que tu l'as dit, par rapport à la famille le prend pour un fou et tout, mais il faut pas s'éloigner non plus de sa famille. On est certes entrepreneur, chef d'entreprise, mais on est avant tout mari, homme, père, voilà. Et la difficulté, c'est de savoir où mettre le curseur. Hmm. Ouais, donc Ben, bonne un question, peu hein. parvenu par la foi, un peu Ouais, parvenu par la foi, pour trouver la bonne balance, ouais. Eh l'équilibre, oui, c'est bien en fait. Donc effectivement, c'est une bonne question, entêtement et persévérance dans l'esprit d'un entrepreneur, parce que
on ne devient pas entrepreneur. On a l'esprit d'entreprise ou on l'a pas, hein, je veux dire, ça c'est clair. Donc il y a vraiment une énergie de conquête, en fait, chez un entrepreneur, d'aventure, de prise de risque, d'engagement. Et c'est vrai que bah, il faut un peu d'entêtement et un peu de persévérance pour rejoindre tout ce que vous dites. Donc il faut un peu les deux. Je crois que c'est clair. En tous les cas, ouais, merci beaucoup pour votre contribution. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. Oui, vous avez nommé une belle piste, descendre du mental, mieux s'aligner et donc toucher un bel espace avec la persévérance, bah oui, avec le cœur et le corps en marche. Voilà, ça rejoint effectivement le mal de notre siècle occidental. Occident, vous savez, c'est les Occidents. Auxiliaire. Hein, ouais, on est oxydé. On est oxydé par un trop de mental, vous voyez, on est trop acide, on est acidifié et on a perdu la douceur, l'élégance de cœur, etc. Et aujourd'hui, nous devons nous réapproprier quelque chose de naturel, qui est le corps, la nature, notre âme et tout cela. Et avec Stéphane, on a cette ambition-là, avec les leaders vertueux, c'est d'ouvrir un espace où justement on se réapproprie ça. Simplement ça, le plus simplement du monde en fait. Mais ça demande de prendre un temps pour soi, de se poser et puis de s'intérioriser un peu, sans tout remettre en question, mais juste en reposant un peu les pièces du puzzle à l'intérieur de soi pour ensuite pouvoir s'ouvrir de manière nouvelle, un peu pour renaître et de ses cendres avec le phénix. Je veux bien participer au leader vertueux. À très bientôt. Ah bah génial. Merci Fabienne. Voilà, bon, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? On arrive à la fin là, hein. Ben oui, je pense qu'on a dit beaucoup de choses et on a pu échanger, donc merci. Merci pour vos axes de réflexion, vos questionnements, voilà. Et puis on espère vous voir et vous retrouver très nombreux donc au niveau de ce cercle des leaders Ouais, virtueux. Et n'hésitez pas, comme l'a précisé Bruno, donc si vous avez des questions, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, de nous contacter. Voilà, tout simplement. ouais. Merci beaucoup à tous. Je connais quelques personnes, d'autres pas. Donc merci aux personnes nouvelles qui ont le courage de venir nous rencontrer sans nous connaître, atypiques que nous sommes. Et puis aux personnes que l'on connaît, bah, Mais aussi c'est pas un ravis gros que mot vous soyez là. atypique, hein. Hein? C'est pas un gros mot. Ouais. Non, C'est pas non. péjoratif. Ouais, ouais. Et donc, cette première présentation que nous avons faite là, maintenant, eh bien, c'est une présentation qui va se refaire. Il y a un replay qui va se mettre en place, donc ce sera accessible. Vous pourrez vous-même le partager à des personnes autour de vous. Donc là, j'en profiterai pour faire des corrections, des petites coquilles. Et au fur et à mesure, en fait, on va nourrir le canal des leaders, des leaders vertueux, enfin la communauté, quoi, de manière aussi à ce que vous puissiez apporter votre contribution, votre richesse, etc. Hein, mais je vous laisserai aller découvrir à travers le lien. Hein, voilà, vous pouvez le prendre en photo et le scanner après pour accéder. Sinon, vous pouvez passer par notre contact et on vous donnera la suite. Voilà, voilà. Alors, merci infiniment pour vos partages. J'ai beaucoup aimé votre duo, surtout votre côté atypique. Non, mais voilà. Il y a un On sait d'où ça cartésien un peu vient. plus éloigné. Merci Marielle pour ce clin d'œil. Voilà, merci beaucoup. Et moi, je suis ravi d'avoir fait cette première expérience de partage avec Stéphane. Et voilà, on Ouais. va continuer à partager et puis à grandir ensemble et puis à collaborer et puis à s'ouvrir et puis à donner envie à plus de monde de s'ouvrir et d'être humain, quoi. Ouais, et puis surtout de mettre en pratique Ouais, de façon à apprendre, intégrer, infuser, de façon à s'autoriser à être ou à ouais, vivre. super. Bisous à tout le monde, belle soirée à vous, bon Merci à week-end tous, belle évidemment. soirée et à bientôt. Et je vous dis à bientôt aussi. Ciao, ciao.